Nous sommes le 17 novembre 1986, non loin de Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce jour-là, le vol numéro 1628 à destination de Tokyo s'apprête à décoller. Si pour le commandant de bord Kenju Teroshi et les deux autres membres d'équipage c'est un vol comme les autres, dans quelques heures seulement, ces trois hommes assisteront à l'une des plus incroyables observations d'OVNI de toute l'histoire de l'aviation. Le 17 novembre 1986, le commandant de bord Kenju Teroshi prend les commandes du Boeing 1628 à destination de Tokyo. Cet avion cargo appartient à la compagnie japonaise Japan Airlines. Ce jour-là, cet avion cargo ne transporte pas de passagers, mais une grosse cargaison de vin français, de vin de Beaujolais, à destination du Japon. Kenju Teroshi n'est pas seul dans l'avion, il est accompagné de son copilote, Takanori Tamefuji. Un troisième homme les accompagne, il s'agit de Yoshio Tsukuba, qui est l'ingénieur de vol. Ces trois hommes sont loin d'être des débutants. D'ailleurs, le pilote Kenju Teroshi est lui-même un ancien pilote de chasse de l'armée japonaise. C'est un commandant expérimenté qui a 10 000 heures de vol à son actif. Quand le commandant Teroshi décolle de l'aéroport Charles de Gaulle ce 17 novembre 1986, il ignore que ce vol Paris-Tokyo sera le dernier de sa carrière. En effet, après 9 heures de vol, le Boeing 747 de la Japan Airlines survole l'Alaska où il doit se ravitailler. Les trois hommes d'équipage vont alors faire face à une situation inédite. À 17h11, le vol 1628 survole l'Alaska et le commandant Teroshi raconte que l'équipage va soudainement apercevoir, en contrebas de l'avion, deux lumières étranges. Comme l'Alaska se trouve à quelques centaines de kilomètres de l'Union soviétique, l'équipage pense que ce sont des avions de chasse de l'armée américaine qui patrouillent. Sauf que quelques minutes plus tard, l'équipage va comprendre qu'ils ont affaire à quelque chose de totalement inconnu. Les étranges lumières qu'ils ont observées à gauche de l'avion en contrebas vont soudainement disparaître pour réapparaître 300 mètres plus loin au devant de l'avion. L'équipage du vol 1628 dira avoir été sidéré par ce qu'ils ont observé. Cette chose qui se présente sous leurs yeux en plein ciel ressemble à deux immenses tours de lumière. Non seulement ce qu'ils observent est gigantesque, mais cette chose semble capable, en volant à 1000 km/h, de se déplacer de la gauche de l'avion vers l'avant de l'avion, à peine en quelques secondes. Kenju Teroshi expliquera aux enquêteurs que c'est comme si la gravité n'existait pas pour cet objet volant. Le spectacle auquel va assister le commandant Teroshi et son équipage va durer 12 longues minutes. L'équipage n'a qu'une seule crainte, c'est de rentrer en collision avec cet objet volant non identifié. À quel étrange phénomène les membres de l'équipage du vol 1628 ont-ils eu affaire ce 17 novembre 1986 dans le ciel de l'Alaska? Alors que le commandant Kenju Teroshi interroge la tour de contrôle d'Anchorage, le principal aéroport de la région, la situation va devenir aussi énigmatique que dangereuse. Quelque chose va immédiatement intriguer l'équipage du vol 1628. Ce qu'ils voient de leurs propres yeux n'apparaît pas du tout sur les écrans radars de l'avion. Kenju Teroshi va interroger immédiatement la tour de contrôle la plus proche, c'est celle de l'aéroport d'Anchorage. Le contrôleur aérien qui officie ce jour-là s'appelle Carl Henley. Et ce qu'il va répondre à l'équipage va les effrayer. Carl Henley explique au commandant Teroshi que, hormis le vol 1628, il n'y a aucun autre avion sur ces écrans radars. À ce moment-là, l'équipage du vol 1628 fait face à un véritable mystère. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils voient de leurs propres yeux n'apparaît sur aucun écran radar. Cette chose gigantesque est tout simplement invisible. À 17h23, ces mystérieuses lumières qui semblent jouer à cache-cache avec l'avion et qui sont à deux doigts de rentrer en collision avec lui
vont mystérieusement disparaître. Pour l'équipage, c'est le soulagement. Sauf que ce cauchemar à 11 000 mètres d'altitude est loin d'être terminé. Il est 17h30 ce 17 novembre 1986. Le radar du vol 1628 détecte soudainement la présence d'un engin à l'arrière de l'avion. Les 3 membres de l'équipage vont alors faire face à un spectacle qui dépasse l'entendement. Le commandant Kenju Terushi et ses 2 coéquipiers ont juste le temps de se remettre de leur émotion lorsque soudain, ils sont aveuglés par une immense lumière très intense. Nous sommes à 11 000 mètres d'altitude et cette lumière, dont ils ne savent pas d'où elle provient, va brutalement faire monter la température dans le cockpit. Les 3 membres de l'équipage vont avoir la peur de leur vie. Kenju Terushi raconte avoir vu un immense aéronef se déplacer à gauche de l'avion. Mais ce qui va le terrifier, ce sont ses dimensions. Le commandant Terushi dira aux enquêteurs que cet ovni faisait la taille de 2 porte-avions. Imaginez la taille de cet engin, quand on sait qu'un porte-avions, c'est l'équivalent d'une ville de 12 000 personnes. Kenju Terushi est tout simplement terrorisé par ce qu'il voit et il se dit qu'une collision est presque inévitable. L'équipage va alors lancer un appel de détresse à la tour d'Anchorage. Et compte tenu de la panique qui règne dans l'appareil, les contrôleurs vont leur donner l'autorisation de changer de couloir de vol. Le Paris-Tokyo va se dégager en volant 2500 mètres plus bas que sa position initiale. Le problème, c'est que l'équipage réalise quelques minutes plus tard que ce gigantesque ovni les suit. Et pire encore, qu'il les pourchasse. À 18h20, le vol 1628 a demandé à atterrir de toute urgence sur l'aéroport d'Anchorage. On sait, d'après le rapport officiel établi plus tard par les enquêteurs, que le cauchemar vécu par le vol 1628 a duré 31 minutes. C'est interminable. Le personnel de sécurité de l'aéroport accueille ce soir-là les 3 pauvres pilotes totalement terrifiés. Ils sont choqués par ce qu'ils ont vu en vol. D'où viennent les mystérieux objets volants non identifiés observés ce 17 novembre 1986 dans l'espace aérien américain? Si Washington diligente immédiatement une enquête officielle, les agents chargés du dossier vont très vite s'employer à minimiser l'incident. Quand l'équipage du vol 1628 débarque à Anchorage, ils sont immédiatement pris en charge par des agents de la FAA. La FAA, c'est une agence gouvernementale qui gère les transports aériens des États-Unis, qu'ils soient civils ou militaires. Le bureau d'enquête est dirigé par un certain John Callahan. John Callahan et ses hommes vont immédiatement interroger l'équipage. Le commandant Kenju Terushi décrit ce qu'il a vu en vol. Il fournit même aux enquêteurs des dessins très précis. Ce que décrit Kenju Terushi s'apparente à ce qu'on appelle un vaisseau-mère accompagné de 2 appareils de reconnaissance. Le seul problème, c'est que si les 2 autres membres d'équipage confirment en tout point les événements, Kenju Terushi est le seul à avoir distinctement observé ce gigantesque aéronef. Les enquêteurs américains vont alors se poser des questions. Ils vont même se demander si par hasard l'équipage n'avait pas copieusement arrosé ce vol avec la cargaison de bons vins de Beaujolais qu'ils transportaient pour le Japon. Sauf que les analyses médicales et psychiatriques auxquelles sont soumis les 3 membres d'équipage ne montreront aucune trace d'alcool, de drogue ou de troubles mentaux. Les enquêteurs font face à 3 hommes parfaitement rationnels et posés. Mais surtout, ils disposent d'autres éléments particulièrement troublants. Les enregistrements radars de l'aéroport d'Anchorage, mais aussi de la base militaire d'Elmendorf, confirment que ce soir-là, un objet était à proximité du couloir aérien du vol 1628. Cet événement, qui finira classé top secret,
va prendre le nom d'incident de Denali. Le mont Denali est en fait la montagne la plus élevée d'Alaska, et c'est au-dessus de ce sommet qu'a été aperçu justement l'OVNI. Alors que le 5 mars 1987, le bureau d'enquête de la FAA organise une conférence de presse sur l'étrange incident du mont Denali, les journalistes présents vont assister ce jour-là à un véritable coup de théâtre. 3 mois après les événements, le bureau d'enquête rend les conclusions de son rapport et il le fait devant les journalistes. Il se trouve que l'affaire s'est ébruitée et les médias nationaux veulent savoir ce qu'il se passe dans le ciel américain. Les journalistes présents dans la salle de presse ce jour-là ont fait le déplacement pour rien. Le bureau d'enquête valide les témoignages des membres de l'équipage, mais en tire comme conclusion paradoxale qu'il ne s'est rien passé le 17 novembre 1986 au-dessus du mont Denali. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Par contre, le commandant Terauchi, lui, il ne veut pas en rester là. De retour au Japon, il évoque ouvertement dans la presse ce qui s'est passé ce jour-là au-dessus de l'Alaska. L'attitude du commandant Terauchi ne va pas du tout plaire aux Américains et ni à la Japan Airlines. La sanction va tomber immédiatement, la compagnie aérienne va interdire à ce pilote qui parle trop de voler, il est littéralement mis au placard. Le gouvernement américain a-t-il voulu dissimuler des phénomènes qui lui échappent dans son espace aérien? Alors que cette mystérieuse affaire tombe peu à peu dans l'oubli, en 2001, John Callahan, l'ancien chef du bureau d'enquête de la FAA, va briser le silence et faire des révélations fracassantes. En 2001, John Callahan a pris sa retraite et il va s'exprimer lors d'une conférence de presse. Il va sortir de son devoir de réserve. Cet ancien membre de l'administration américaine révèle que suite à l'incident du vol 1628, une réunion secrète s'est tenue à Washington en présence de représentants de la présidence, de la CIA et du FBI. Au cours de cette réunion secrète, il a été décidé que l'incident du mont Denali devait rester top secret et que, officiellement, il ne s'était rien passé. John Callahan confirme également que la base militaire d'Elmendorf a bien enregistré ce jour-là la présence d'un aéronef inconnu dans cette zone. Devant les journalistes, l'ancien responsable de l'enquête ne va pas s'arrêter là. Il précise que l'armée dispose d'un enregistrement vidéo de 30 minutes sur lequel il y aurait toutes les données enregistrées par les radars ce fameux 17 novembre 1986. Il s'agit donc d'une preuve matérielle. John Callahan confirme ce 9 mai 2001 que ce qu'a observé le commandant Terauchi en 1986 est bien un objet volant non identifié d'origine inconnue. Pour les journalistes, le témoignage de John Callahan confirmerait la volonté du gouvernement américain de cacher toute présence d'OVNI dans le ciel aérien américain. D'ailleurs, en enquêtant sur cette affaire, les journalistes vont découvrir des choses assez troublantes. 2 mois seulement après l'incident de Denali, au même endroit, dans le ciel de l'Alaska, 2 autres observations d'OVNI ont été signalées par des pilotes d'avion. Le 29 janvier 1987, un pilote de ligne va signaler aux autorités la présence d'un objet volant non identifié près de son avion. Le 30 janvier 1987, soit le lendemain, c'est un avion de chasse américain de l'armée américaine qui dit avoir aperçu un énorme ovni au-dessus du mont Denali. Que l'on croit ou non le témoignage de l'équipage Paris-Tokyo, il se passe bien quelque chose d'étrange dans le ciel de l'Alaska. La question que tout le monde se pose est simple. Ces aéronefs qu'on aperçoit au-dessus du mont Denali sont-ils d'origine extraterrestre? En tout cas, l'incident du vol Paris-Tokyo reste la rencontre OVNI la plus documentée de l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, âgé de 81 ans, l'ex-commandant Kenju Terauchi n'a obtenu aucune explication aux mystérieux événements survenus en 1986 au-dessus du mont Denali. Si le gouvernement américain a toujours refusé d'admettre la présence d'OVNI à cet endroit, le 10 septembre 2019, le Pentagone a reconnu pour la première fois de son histoire avoir filmé dans son espace aérien des objets volants non identifiés dotés d'une technologie totalement inconnue.